Nous sommes à 4 jours du coup d'envoi de l'euro et la crise sociale continue. Comment en sortir? C'est avec Jean-Marie Le Guen qu'on va en parler ce matin, qui, comme vous le savez, est secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour, frère. Alors, parlons d'abord un peu des inondations. Il y a eu beaucoup de victimes. Le Manuel Valls, le Premier ministre, ce matin a dit qu'il y a un fonds d'urgence à être débloqué. Super urgence. Oui, pour ceux qui, avant que les assurances puissent entrer en œuvre, enfin entrer en action, il sera de combien ce fonds, vous le savez? Je ne sais pas, je pense qu'il sera il peut être que de quelques millions, quelques dizaines de millions, mais c'est très important parce que c'est la vie quotidienne de Français qui a été atteinte, ne serait-ce que le redémarrage. Et puis vous savez, dans ce genre de catastrophe, ce sont souvent les plus fragiles qui sont les premiers atteints, et donc des gens qui n'ont pas les moyens, l'épargne qui leur permettrait de repartir tout de suite. Est-ce que vous estimez que la France finalement a fait front correctement? Enfin, de dispositifs je dirais, de veille, de tout ça a marché correctement? Oui, je pense que globalement... Des progrès ont été faits par rapport au passé? Oui. Sans aucun doute, si on doit comparer avec ce qui s'est fait il y a 30 ans ou a fortiori il y a un siècle. Mais peut-être qu'il y a aussi un retour d'expérience pour pouvoir améliorer le système. Mais il y a eu aussi, c'était là non prévisible, du moins... On ne pouvait pas en soi le compter dessus. C'est une solidarité très forte des associations, des Français autour de ceux qui étaient touchés. C'était très important. Et pendant ce temps-là, la grève continue. Alors là, il n'y a pas de solidarité, justement, parce qu'il y a eu un appel quand même des plus hautes autorités de l'État et qui n'a pas été entendu. Il a été entendu partiellement et je pense qu'il le sera de plus en plus. Non, il y a une part d'incompréhension. Et quand on dit que la situation est incompréhensible, c'est qu'en fait, on se demande effectivement au nom de quoi et pourquoi une partie très minoritaire des cheminots est en grève. Il faut bien comprendre que dans tous les mouvements sociaux que nous avons connus jusqu'à présent, qui ont été très vocales, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de choses, on voit bien que la stratégie était de créer le maximum de gêne, mais c'était à la fois et toujours des mouvements extrêmement minoritaires, alors qu'ils le sont de plus en plus. Comment vous expliquez qu'ils bloquent tout, alors? Justement, parce qu'il y avait une stratégie. Surtout que ce sont des entreprises publiques, enfin, la SNCF en tous les cas. Non, mais d'abord, le droit de grève et le droit de manifester sont des droits qu'on ne souhaite pas remettre en cause. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir de la part de ceux qui agissent, parce qu'ils ne peuvent pas continuer longtemps, sauf à mettre en danger justement l'exercice plein et entier du droit de grève ou du droit de manifester, s'il n'y a pas une prise de conscience que la logique des actions minoritaires a ses limites. Et ce n'est pas une solution. Donc aujourd'hui, et les Français l'ont remarqué, il y a eu des débordements. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et pourtant, le gouvernement a cédé à la SNCF, parce que justement... Vous êtes intervenu à la place de Guillaume Pépi et pour dire finalement on ne change rien. Il s'agissait, vous le savez, d'avoir un règlement qui touche à l'ensemble des entreprises ferroviaires. Et donc pas simplement la SNCF, mais y compris des concurrents qui seront là demain. Et donc c'était tout à fait logique que l'État intervienne, à la fois parce qu'il est actionnaire de la SNCF à 100%, mais aussi parce qu'il est régulateur. Donc nous sommes intervenus parce que nous devions le faire pour trouver un équilibre dans ces professions. C'est parfaitement logique. Mais Guillaume Pépi n'est pas menacé? Mais Guillaume Pépi n'est en rien menacé. Il l'a mal pris quand même, il était en colère. Là. Moi, je n'ai pas vu de déclaration en ce sens. Je sais simplement qu'on ne peut pas, lorsqu'il s'agit d'un secteur entier, on ne peut pas simplement aller dans le sens, aussi légitime soit-il, d'une entreprise et aussi importante soit-elle. Alors après, il y a maintenant les pilotes d'avion qui vont s'y mettre, autre société dans laquelle l'État n'est pas majoritaire, mais quand même. Mais comment on va sortir de ça? Vous savez, c'est un peu l'image de la France qui est en train de... Mais vous en êtes responsable de cette image? Non, on n'est pas l'image de la France. C'est à l'image de la France. C'est une France qui est aussi avec des crispations corporatistes. La réforme, c'est chez les autres, mais jamais moi, etc. Bon, je pense que tout le monde comprend quand même que la situation des pilotes de ligne ne mérite pas aujourd'hui que la France et une compagnie aussi importante qu'Air France soit prise en otage. C'est difficile de réformer dans ce pays.
Ah oui, je pense que c'est difficile de réformer. Il faut une méthode, il faut des principes. Et vous l'avez pas eu cette méthode, apparemment. Vous l'avez pas eu cette méthode avec la loi travail. Non, elle est perfectible, mais je pense que nous l'avons quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réforme sans qu'il y ait évidemment des crispations, des inquiétudes. Je ne crois pas à l'idée du grand soir libéral, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Non, c'est pas ça que je veux faire dire. Je veux dire par là, je crois que quand j'entends ce que disent les gens de droite, au-delà du désaccord que je peux avoir avec telle ou telle mesure, je constate qu'ils ne se prennent pas en compte la société telle qu'elle est. On est dans une société où les Français se posent beaucoup de questions, qui sont très fragmentés, très attachés à des statuts qui sont peut-être en partie, qui nécessitent d'être aujourd'hui un peu dépassés, bien évidemment, mais il faut le faire avec du dialogue et pas en crispant à ce point tel que leur programme le présuppose. À ce propos, la loi dite El Khomri, enfin le projet de loi qui est un peu à l'origine de ce désordre syndical, il va revenir à l'Assemblée. On sait que... Il sera d'abord au Sénat. Le Sénat va sans doute, parce que la majorité du Sénat n'est pas la même que la vôtre, donc elle va changer, enfin ce projet de loi va changer. Il va revenir à l'Assemblée. Alors là, vous êtes en première ligne, vous. Est-ce que vous allez encore dégainer le 49.3 pour qu'il passe? D'abord, je suis en première ligne, ou plus exactement aux côtés de Myriam El Khomri, qui est la ministre chargée au fond, et donc nous allons en débattre au Sénat. Et c'est important ce que va dire le Sénat. Vous avez l'air de passer rapidement dessus. Bon, moi, ils ont l'intention de la détricoter, comme ils disent. Non, mais la détricoter est une chose. Le problème est de savoir ce qu'ils veulent tricoter. Vous voyez, j'essaye d'être positif. Qu'est-ce que va nous dire le Sénat? Est-ce qu'il va... c'est quelque chose d'important, moi, à la fois parce que le Sénat est en soi une assemblée qu'il faut prendre en considération, mais aussi on sait bien que c'est là où l'opposition, en quelque sorte, fourbit ses armes et ses arguments. Et donc, ça sera très intéressant de voir ce qui va se passer au Sénat. Après, il y aura le retour à l'Assemblée. Nous verrons bien ce que disent les uns et les autres. Il y a des injonctions contradictoires. J'entends plusieurs dirigeants de droite nous dire « Attendez, ne reculez surtout pas, il faut absolument que cette loi passe. » Dont acte. Mais à ce moment-là, pourquoi ne s'abstiennent-ils pas à l'Assemblée? Je ne dis pas qu'ils l'approuvent, mais au moins qu'ils ne fassent pas barrage, qu'ils ne votent pas avec, par exemple, le Parti communiste pour empêcher cette loi de passer. Vous voyez, il y a quand même des incongruités, il y a des anomalies dans l'attitude. Voilà, exactement. Mais 49.3, ça risque d'être le cas encore, non? C'est une éventualité, et donc, rebazar dans la rue avec les je ne crois pas que ce soit le 49.3 qui ait créé le bazar dans la rue. Non, mais ils disent. Oui, ils disaient avant, ils diront après, ils diront de toute façon. Donc, c'est pas... et vous ne redoutez pas une motion de censure qui fasse... le lien entre la gauche et la droite? Oui, ça serait baroque, on peut s'attendre à tout, mais je ne crois pas, non. Vous ne croyez pas à ça? Non. Alors, il y a aussi un autre débat qui est... Je crois que les Français sont un peu trop mûrs pour tolérer plus longtemps ce type de jeu politique. Certains essayent. On va en sortir, donc, d'après vous, de tout ça? Mais oui, bien sûr, oui. Si tant est qu'on n'en soit pas sorti déjà. D'accord. Ah, vous êtes optimiste? Mais je suis réaliste. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des mouvements minoritaires. Et d'ailleurs, ils sont d'autant plus parfois spectaculaires, voire, ce qui est très problématique, violents. Parce qu'ils sont très minoritaires. D'accord. Ce qui est arrivé aujourd'hui à Emmanuel Macron montre bien que ce sont des gens qui sont dans une visite minoritaires. Oui, mais c'est un petit groupe animé par le Parti communiste, etc. Bien, c'est un petit groupe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'entraîner les citoyens avec eux. La seule chose qu'ils font, ce sont des actions qui symbolisent la violence. Et là, je pense qu'il y a des problèmes. C'est la démocratie qui est en jeu. C'est la démocratie qui est en jeu. D'accord. Surtout que si Emmanuel Macron est allé là-bas, c'est qu'il y avait des raisons qu'il y a. Il y était y compris invité par une municipalité. Est-ce qu'Emmanuel Macron a un grand avenir politique? Il a plein de qualités et je ne vois pas pourquoi il n'en aurait pas d'avenir politique, oui. Il est un élément important dans ce qui... Vous l'invitez à rester au gouvernement? Je crois qu'il n'est pas question d'autre chose. D'accord. Il sera avec François Hollande si François Hollande est candidat? J'en ai pas de doute. Oui. Et pour vous, François Hollande, sa candidature va de soi? Oui, je le crois. Elle sera là. Je sais bien qu'aujourd'hui... Il est très affaibli dans les sondages, vous le reconnaissez. Oui, mais bien sûr. Mais écoutez, quand je regarde la situation politique, je vois beaucoup de scepticisme d'une façon générale. Ceux qui sont en responsabilité en prennent plus que les autres, bien évidemment, de scepticisme. Mais je ne vois pas de désir de droite. Je ne vois pas de désir d'extrême droite. Je ne vois que du scepticisme. Et c'est une situation
qui ne me satisfait pas. Je veux dire, par là, il y a un décalage entre ce que proposent les responsables politiques et ce qu'attendent les Français, qui est un décalage préoccupant. Jean-Marie Le Guen, il pourrait y avoir un désir de gauche. Et pour beaucoup, il n'incarne plus ce désir de gauche, François Hollande. Mais je vous confirme. Oui, Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin, c'est l'éternel retour. Hein. Oui. Franchement, quand on voit... vous savez, le rêve de Jean-Luc... C'est quoi la finalité de Jean-Luc Mélenchon? C'est d'appeler à voter pour le candidat de droite au deuxième tour? Ouais. C'est ça la finalité de son action? Bon, il faudra lui poser la question. Je ne vois pas d'autre finalité. Il n'a pas d'autre finalité... Son action n'a pas d'autre finalité que d'être contraint d'appeler à voter la droite. Non, mais je ne dis pas de faire voter la droite. Je dis, l'action, ça se termine le deuxième tour, le soir du premier tour, M. Mélenchon. Si on devait l'écouter, si on devait voir ce qui est sa logique, ce sera d'appeler à voter pour la droite. Alors, un peu moins de leçons Il ne représente pas un danger aujourd'hui pour... Si, il représente un danger pour plein de choses. Oui. Pour l'idée d'une gauche qui se modernise, il représente un danger pour la capacité de la gauche à dépasser ses crispations. Voilà, mais à part ça, je ne vois pas ce qu'il construit. Je vois ce qu'il veut exprimer. Des craintes, des inquiétudes, des colères, mais je ne vois pas ce qu'il construit. Ce qu'il construit, encore une fois, quelle est la finalité, où se terminera son action. D'accord. Pas en étant président de la République, pas en essayant de pousser dans le sens d'une majorité législative. Non, son action, elle se termine, je vous dis, ce soir du premier tour, où il l'appellera à voter pour un candidat face à celle de l'extrême droite. Dernière question, alors on est à quelques jours, je le disais en introduction, de l'euro. Il y a cette histoire de fan zone. Valérie Pécresse disait ce matin, au moindre dérapage, il faut fermer les fan zones, c'est votre avis? Mais il y aura l'euro. Ouais. Il y aura des spectateurs à l'euro. Oui. Il y aura des touristes étrangers, notamment, mais aussi des Français, qui voudront faire la fête au moment de l'euro pour supporter leur équipe. Qu'est-ce que proposent ceux qui sont contre les fan zones? Qu'on les laisse dans les rues de Paris sans plus d'encadrement? Ou d'ailleurs, parce que ça, il n'y a pas qu'à Paris. Hein. Bien, vous avez parfaitement raison. Et donc, il vaut mieux pouvoir rassembler les gens pour... c'est une façon, j'allais dire, d'encadrer, de protéger et de calmer. D'accord. Donc, la dissolution des fan zones... Bon, par ailleurs, s'il y a des gens mal intentionnés, et on sait qu'il y en a par ailleurs, bon, qui veulent perpétrer des attentats de masse contre des citoyens présents en France, sur le territoire français, il y a tous les jours des événements qui se passent et où il y a des rassemblements. Hein. Donc vous n'êtes pas inquiet? Mais je suis vigilant, nous sommes vigilants en permanence, mais ce n'est pas la fan zone qui crée plus de risques, elle en crée moins qu'autre chose. C'était le talk de Jean-Marie Le Guen qui nous a dit que la France était crispée, elle était crispée sur, pour certains, sur beaucoup de droits, et que eh bien, c'était le blocage. Les blocages étaient le fait aujourd'hui, il est plutôt assez optimiste, de quelques minorités, mais il pense qu'on va en sortir. Et il ne présage pas de l'avenir du projet de loi El Khomri si ça passera par un 49.3 à l'Assemblée nationale. On verra bien. En attendant, il faut regarder ce que vont faire les sénateurs. La droite elle-même qui manque un peu de logique puisque, eh bien, elle demande à la gauche d'aller jusqu'au bout de ce projet de loi et néanmoins, eh bien, elle ne cesse pas de le critiquer. Hollande sera candidat et Mélenchon est un danger, certes, mais c'est Hollande le candidat. Merci, Jean-Marie Le Guen. Merci.